On s'est fait étrangler, pousser, taper. Le matin, on a quand même réussi à s'organiser, on a bloqué avec des poubelles, on s'est fait un peu engueuler par des riverains. Moi, j'ai eu un peu peur à des moments. De par les manifs à 10 heures, de par le circuit nul de la manifestation. Eux, ils parlent de réarmement démographique, c'est-à-dire que Oui, même dans l'idée de faire des bébés, eux, ils parlent de et réarmement. puis Et salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour le Havre des Luttes. On se retrouve encore dans le kiosque des luttes parce que quand même on est pas mal ici, le paysage est beau, même quand il pleut, on a un petit toit et donc c'est sympa. Aujourd'hui on va parler d'un super sujet, ça fait un petit moment qu'on essaye de se réunir, je vais vous dire ça dans quelques minutes. On va parler des mouvements lycéens qu'il y a eu à la rentrée et plus largement donc des mouvements étudiants. Mais tout d'abord, donc le Faucon en cause, c'est un format dans lequel on s'installe sur l'espace public pour parler parfois comme aujourd'hui de sujets spécifiques avec des invités. Parfois juste on s'installe quelque part en public et puis on discute, on croise des gens, on échange avec eux. Et voilà, c'est le format qu'on propose. Très important, ce que vous voyez aujourd'hui, donc il y a une caméra, une deuxième caméra, les lumières, les micros, tout ça, c'est du matériel qui coûte cher, qui nous permet de mettre la lutte en avant quand il y a des manifestations. On a aussi d'autres activités à côté, là on va recommencer bientôt les conférences, les événements. Bref, tout ça, ça demande de déployer des moyens. On dépend de vous pour ça, donc vous n'hésitez pas à faire un don, il y aura le lien dans la bio, un petit don. Nous, ça nous permet de continuer, on n'est que des bénévoles et de toute façon, plus on a de moyens, plus on peut proposer des lieux de lutte, de réflexion de la lutte et de fond. Voilà. Et donc aujourd'hui, je me retrouve avec Abel et avec Lilith. Salut. Euh, Bonjour. mais bonjour. Bonjour. Alors c'est une première pour eux, je pense. Même si Effectivement, Abel est déjà passé devant les caméras parce que plusieurs fois. voilà, parce qu'il est militant aussi à Révolution Permanente. Exactement. Voilà, et que donc ils ont l'habitude de se filmer devant les caméras. C'est un peu des stars, hein, on va se dire. Et avec Lily, donc voilà, on va faire un petit format spécial où aujourd'hui on va parler des mouvements étudiants de la rentrée. Vous êtes là en tant que lycéen. Donc toi Abel, je te laisse présenter de quel lycée tu viens et dans quel orga tu milites et pourquoi. Du coup, moi je m'appelle Abel, je suis lycéen François 1er, donc en centre-ville du Havre. Et je milite avec Révolution Permanente, qui s'est installée au Havre très récemment. Voilà. Super. Et Lilith, pareil. Et moi, du coup, c'est Lilith. Je suis lycéenne à Jean Prévost, à Montivilliers, et je suis en première, accessoirement. Super. Alors pour redonner un peu le contexte, parce que ça va faire quelques temps qu'on essaye d'organiser ce moment d'échange, on s'était dit que ça serait pas mal de parler des mouvements étudiants, des enjeux, de ce qui s'y passait, tout ça, suite aux mouvements sociaux qu'il y a eu en début d'année, avec Bloquons tous autour du 10 septembre, puis après il y a les syndicats qui ont suivi et tout ça. Et on a eu une singularité qui n'arrive pas toujours au Havre, c'est que cette année, il y a des lycées, ça a commencé avec F1, qui ont bloqué. Et donc moi la première question que j'ai envie de te poser Abel, parce que bon tu fais partie du lycée qui a initié ce mouvement, c'est pourquoi et comment est-ce que ça s'est passé? Ça a commencé avec le mouvement Bloquons tout, bien sûr, le 10 septembre. Donc à ce moment-là, il y avait encore quelques têtes de groupe des derniers mouvements qu'il y avait eu à F1 qui se sont manifestés et qui ont organisé donc, le blocus du 10 septembre. Puis le 18 septembre, encore une fois, on a refait un avec toujours cette tête de groupe et donc c'est le moment où j'ai été désigné comme porte-parole. Blocus au lycée François 1er, il y a beaucoup de gens, on est tous réunis. Et où le 18 septembre a été une grande réussite, la manifestation qui diverge vers nous, etc. Derrière, surtout un sentiment de ras-le-bol. Moi, je suis en seconde, je venais d'arriver au lycée, mais tu viens à F1, tu te dis F1, magnifique lycée, lycée de foot, t'arrives dedans, locaux délabrés, il y a des escaliers qui sont cassés, tu te dis déjà, bon, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, le ras-le-bol derrière la politique nationale et internationale, tout ce qui se passe dans le monde, bien sûr à Gaza, encore aujourd'hui, mais qui était encore plus fort le mouvement en septembre. Je me souviens que nous on était venus capter la première fois le premier blocage, parce qu'on avait eu vent qu'il allait y avoir des blocages au niveau de François 1er. Et comment est-ce que vous l'avez vécu? Parce que c'est vrai que nous par exemple sur les réseaux ça a été énormément partagé directement. Il y a les autres lycées qui commentaient énormément le fait, ah ben nous aussi il faut qu'on s'y mette. Enfin, vous avez quand même lancé une dynamique dans la lutte. Et on voit aussi que vous avez été, comme tu dis, le 18 septembre après rejoint par les syndicats et le mouvement social du 10 septembre. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous tout ça?
Ça a été très vite quand même, parce que donc on a fait 2 blocus en l'espace de 2 semaines, donc du 10 au 18. Ouais, c'est un petit peu l'initiation du mouvement lycéen qu'il y a pu avoir au Havre après. Comme tu dis, donc la manif qui nous rejoint, etc. Mais ouais, ça, on a aimé le fait de pouvoir initier un petit peu ce mouvement lycéen qui a fait parler, beaucoup parler. Comme tu dis, sur les réseaux, il y a eu beaucoup en bien et en mal, bien sûr. On ne peut pas... Ah, vous avez eu, nous on a l'habitude maintenant, vous avez quand même eu beaucoup de soutien en Ouais. vrai. Parce que nous, il y a des trucs qu'on poste parfois, où il y a l'extrême droite ou la droite qui tombe dessus. Et alors moi, je passe 3 jours à modérer. Et pour 3 commentaires, parce que les gens de notre camp, ils mettent un like, mais voilà, c'est bon, on Oui. soutient. Par contre, les commentaires, des fois, c'est vous, franchement, à proportion, on a dû modérer un peu. Ouais. Surtout, il y a eu des commentaires chelous, surtout moi, à chaque fois, je disais, ils se rendent pas compte qu'ils parlent de gamins quand même. Hein. C'est des adultes qui parlent de gamins, ils disent des trucs, waouh, ouais, d'accord. Mais massivement, nous, ce qu'on a vu, c'est quand même un soutien de fou, quoi. C'est vrai qu'on a reçu un très gros soutien quand même. Qui sur le futur mobilisation, c'est pas beaucoup vu, mais enfin, c'est une autre chose. Mais oui, on a quand même reçu beaucoup de soutien. Je pense que c'est ça qui nous a motivés aussi à réitérer ces tentatives de blocage. Il y a quand même les mauvais commentaires, etc. Mais comme tu dis, il y en a eu beaucoup moins que ce qu'il peut y avoir chez d'autres personnes. Même si j'ai quand même vu des commentaires qui nous demandaient un projet de loi pour nos revendications. J'ai failli me ramener avec un projet de loi la semaine d'après, le 18, parce que je me suis dit pourquoi pas, hein, tant qu'on y est. Les gens ils veulent, autant leur donner. Mais je me suis dit ça sert pas à grand chose. Mais ouais, mais je pense qu'on a quand même su bien gérer ça, rester à l'écart des gens qui peuvent être détracteurs. Quitte à même, il y a des gens qui sont venus à la fin, je rappelle, du blocus du 18, j'ai discuté avec quelqu'un qui me semblait de droite ou d'extrême droite. Et qui m'expliquait que ce qu'on faisait, c'était le fascisme. Donc je lui ai expliqué très poliment que non, mais je lui ai expliqué nos revendications, pourquoi on faisait ça, etc. Et quelqu'un de sympa, je dirais pas jusque-là, mais qui nous a écoutés et qui a compris quand même ce qu'on a pu dire. Okay. Après, on va continuer à aller dans le sujet, mais maintenant, je veux savoir comment ça s'est passé à Jean Prévost, parce que vous avez embrayé un petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus, quoi, si je me souviens bien. Non, en fait, on aurait aimé bloquer le 18 parce qu'on a été très inspirés parce que vous avez fait le 10. Sauf qu'on s'y est pris trop tard. Donc au final, on a été 5 à rejoindre François 1er pour le 18. C'est là où le cortège de manif avait été détourné et tout ça. Et du coup, on était là dès le matin et c'était une super expérience, surtout que ça a super bien marché, ce blocage-là. Du coup, ça nous a motivés à bloquer un peu plus tard. C'était un jeudi de début octobre, il me semble. Le 2 octobre, en effet. Très mieux si on piquait l'argent des riches pour mettre dans la recherche, pour pouvoir les soigner plus facilement, ces enfants malades. Et cette fois-là, on était beaucoup plus organisés. On avait le soutien de la JC, le vôtre aussi. J'avais envoyé un message à Jawed de la France Insoumise. Et du coup, on était carrément soutenus. Il y avait l'UL Darfleur aussi qui sont venus avec des palettes. Et ils étaient très nombreux. Et du coup, ça nous a donné vraiment une crédibilité. On était un noyau assez fort, mais on n'était pas très suivis dans le lycée. On était un groupe où on était vraiment une quinzaine, une vingtaine à être très actifs et quelques personnes qui gravitaient autour. Mais du coup, le matin, on a quand même réussi à s'organiser. On a bloqué avec des poubelles. On s'est fait un peu engueuler par des riverains. Moi, j'ai eu un peu peur à des moments. Ah ouais. Mais oui, il y a un monsieur quand même qui était un peu vénal. Du coup, on a posé sa poubelle, on a pris celle de ses voisins et on est parti. Mais ça a négocié les poubelles. Mais oui, du coup, comme l'UL sont venus avec des palettes, on avait plus ce problème-là ensuite. On a eu le proviseur qui était vraiment réticent. Il a même menacé de porter plainte pour un panneau qui a été tagué à son nom. Mais au final, je pense que ça n'a pas eu de suite. Donc, heureusement. Okay. De toute façon, il portait plainte contre X, donc on n'aurait pas eu vraiment de représailles, je pense. Après, ça s'est très bien passé, c'était assez festif, on avait une enceinte, on a mis de la musique et tout ça, sans oublier nos revendications qui étaient similaires aux vôtres, sauf que comme on a options et spécialités audiovisuelles, on en avait certaines plus axées autour de cette spé. Et oui, sinon le blocus a lâché vers 11h, il me semble, quand l'UL est parti, parce qu'on avait beaucoup moins de crédibilité en étant juste des adolescents, quoi. Donc quand l'UL et la JC sont partis, le blocus c'est fini tranquillement. Ouais. Et on est allé manger tacos.
Voilà, Très bon repas. très bon Mais repas. ce qui est très drôle, moi j'étais aux deux, parce que j'ai pu couvrir les deux. Après le 18, on avait une équipe qui était chez vous. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a vu un peu les deux ambiances, c'est-à-dire vous qui initiez, donc ça part de rien. Et c'est compliqué, mais à la fois, parce que c'était les premières fois, c'était donc tes camarades, comme tu dis, qui étaient plus anciens et tout ça. On voyait quand même une expérience. Je me rappelle de la porte-parole, c'était carré, c'était précis au micro. Ça fait... Personne ici ne veut voir son avenir décidé par ça. On a diverses revendications, notamment à propos de Parcoursup, qui trie les élèves, qui rend les choses absolument infernales pour tout le monde. Nous, c'est rare. Non, mais nous, c'est rare en tant que média, quand on interviewe pour la première fois des gens, elle a lâché les revendications. Ah ouais, il y avait le ton, la liste, tout était carré. Et vous, mais comme vous étiez justement un nouvel établissement qui se rajoutait à la lutte, vous avez bénéficié de l'engouement de l'UL et tout, quoi. Mais ouais, heureusement. Et puis on avait aussi un ancien qui était au micro, qui est resté tout au long. Donc son pseudonyme c'est Fabien. Qui mettait une sacrée ambiance. mettait une Moi, il m'a sacrée beaucoup ambiance. fait rire. Parce que Bernard Arnault, il a un peu trop de pognon à mon goût. Il était super drôle. Et heureusement qu'il était là parce qu'on remarque aussi que dès qu'il est parti, tout le monde s'est un peu dispersé. Vraiment, il a su captiver la foule. Fabien, heureusement que tu étais là. Merci beaucoup pour ta mobilisation. T'as un talent. Moi, Un je vrai sais talent pas, mais t'as un d'orateur, talent. On fait un one-man show. Carrément. Investis-toi. Non, parce qu'en plus, il est plus élève ici. Tous ses vœux Parcoursup ont été refusés. Du coup, il est en service civique, il me semble, à genre 1 heure de route de chez lui. Du coup, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, il avait quand même des messages à faire passer. Et puis, c'est quelqu'un de très politisé en général. Et c'est même un peu lui qui a lancé le blocus AJP. Donc, sans lui, on serait rien. Fabien. Non, je rigole. Pour vous deux, c'était peut-être la première fois que vous rentriez en politique ? Dans les mouvements de blocage, ou est-ce que vous étiez déjà sensibilisé politiquement avant ? Alors, dans les mouvements de blocage, oui. Par contre, mes parents sont eux-mêmes politisés et depuis petite, je vais dans des manifestations. Mon plus vieux souvenir, c'était pour Charlie Hebdo, il y avait eu des rassemblements, mais j'ai aussi des souvenirs hyper marquants pour la loi Blanquer, par exemple. Parce que comme mes parents sont enseignants, c'est un moment où l'éducation nationale était très mobilisée, logiquement. Et j'ai commencé à m'engager seule, en tout cas dans des manifestations et tout ça, pour la Palestine, vers juin 2024, il me semble. Et du coup, régulièrement, les samedis, j'étais là, et puis dès qu'il y avait des rassemblements. Voilà, donc j'ai un petit passif, mais pas avec les blocus en tout cas. Ok. Moi de même, parents très politisés. Mon père qui m'a remontré une photo de moi en manifestation à genre 2 ans dans le porte-bébé. Ouais, mais non, mes parents sont très politisés, ma famille en général est très politisée. Mon oncle est secrétaire général à la CGT Taxi, etc. Donc j'ai quand même un environnement hyper politique, que ce soit du côté de ma mère, du côté de mon père, etc. Mais ouais, bien sûr, les blocus c'était la première fois. Parce que bon, au collège tu peux pas faire grand chose. C'est normal. Mais ouais, mais moi ça m'a beaucoup plu le fait de pouvoir s'engager en politique, et encore plus au lycée. Parce que bon, je suivais déjà bien sûr tous les mouvements, mais j'étais pas affilié à un parti ou même hyper politisé. Je suivais, etc. De gauche bien sûr, mais pas hyper politisé. Mais ouais, du coup c'est cette année qui a fait que j'ai pu me libérer politiquement, on va dire. Je me suis renseigné, etc. Affilié à un parti, SOLERP. Mais ouais. Et vous, là, justement de ce début de mouvement où il y a beaucoup d'effervescence, on a vu aussi comment ça a été un mouvement, enfin moi je parle de mon point de vue, hein, là, on a vu un essoufflement super fort. Nous d'ailleurs, quand on l'a vu commencer, on s'est dit, ouais, il a l'air de commencer très structuré, mais peut-être trop, il laisse pas... Et vous, est-ce que vous avez vécu comme une réussite, un essoufflement ? Vous êtes déçu ? C'est quoi un peu votre bilan, avant de rentrer plus, de comment ça s'est passé, tout du mouvement ? Le bilan qu'on a constaté à F1, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'accord avec nos idées, mais pas beaucoup prêts à s'engager pour combattre, pour se mobiliser pour leurs idées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, mais en fait, nous, si vous bloquez, nous, on est d'accord avec vous et on bloque avec vous, mais il faut que vous bloquez d'abord. Sauf que bon, si on est 15, c'est un peu compliqué. C'est le paradoxe qu'on a vu au début, oui. Hein, dans les deux blocages, c'est entraîner les gens pour... Et même quand c'est d'entraîner les gens, c'est un peu compliqué. Surtout au lycée, surtout au Havre, c'est très dépolitisé. Il n'y a pas non plus une masse populaire politisée au Havre. Donc c'est un peu compliqué.
C'est pour ça qu'on essaye de faire passer notamment les revendications qui touchent au lycée ouvertement parce que, par exemple, l'aspect danse, on a à F1 qui a perdu des subventions, etc. À F1, des voyages qui n'ont pas pu être faits parce que, encore une fois, subventions retirées. Donc on essaye aussi d'avoir des revendications assez locales pour que les gens comprennent de quoi on parle et après d'essayer de plus les politiser nationalement, internationalement, etc. Mais c'est toujours un peu compliqué. Et je pense que je suis pas sûr qu'il y ait eu un essoufflement tant que ça. Il y en a eu un, c'est sûr, après le 18. Ok. Et le 2, surtout, c'est ce qui a marqué un peu le vrai essoufflement. Mais je pense surtout que ouais, les gens n'avaient pas la foi, entre guillemets, de se mobiliser, quoi. Ok. Ils n'étaient pas forcément chauds, que ce soit le 2 ou le 2 octobre ou le 2 décembre. Donc surtout avec la police qui nous a un petit peu cassé les couilles. Ouais, justement, ce sujet d'après. Hein. Ce qui fait que bon voilà, on n'a pas pu s'exprimer grandement les 2 et le 2. Ok. Mais ouais, voilà, en gros, c'est un essoufflement marqué, mais pas à cause du fait que ce soit pas très politisé, quoi. Ok. Et pour toi, Lily, tu le vois comment ça s'est passé pour vous de votre côté? Bah, nous, on aurait bien aimé que ça ait une suite, vraiment, parce que du coup, il y a eu un blocage, mais ça fait pas, ça fait comme un événement qui a eu lieu. Et c'est comme s'il n'allait jamais en avoir d'autres, parce qu'il n'y a pas eu une continuité. Après le 2, vous avez pas rebloqué, il me semble. Décembre? Le 2 octobre. Non, on a essayé de rebloquer le 2 Et vous avez eu une grosse répression par la police, c'est ça? Exactement. Ok, parce que même nous, notre noyau solide, un peu militant et tout ça, ils ont un peu été découragés parce que la police a pris pas mal d'identités, a pris des photos et tout ça. Et du coup, Oui, ça. vous, on a vu Alors vous, on avait commencé à le voir, mais vous, c'était flagrant parce qu'ils étaient organisés. Les RG étaient en mode, ils vous collaient au basque, tout Ah, le mais monde vous oui. en photo, quoi. Mais c'était hyper inquiétant. En plus, ils étaient aussi à un endroit où ils nous surplombaient un peu. Il y avait 2 fourgonnettes de police. Enfin, c'était un peu anxiogène, je pense, pour plusieurs des gens, surtout les gens qui avaient des pancartes, qui prenaient la parole au micro et tout ça. Ouais. Donc ça a découragé pas mal de monde. Mais je pense que s'il y a une occasion, les gens pourraient quand même être aptes à suivre. Voilà. Bah, justement, là, on va en arriver un petit peu, parce qu'autant en plus, il y a eu des écrits qui sont sortis là-dessus et tout. Cette année aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu peut-être un gros contraste dans les différents mouvements, parce qu'il y a eu les mouvements plus citoyens autour du 10 septembre et tout ça, les syndicats et à côté de ça, les étudiants qui ont, les 3 secteurs ont essayé de travailler ensemble parce qu'il y avait quand même des intérêts plus que communs et une volonté, je pense, des 3 secteurs de toute façon. Mais par contre, il y a un secteur qui a pris plus cher que les autres sur la pression. Pour nous, ça a été flagrant. On a retrouvé les RG et les policiers en masse toujours devant les lycées, hein, tout simplement. Vous, je crois que vous avez même reçu des sommations. Il y a eu aussi pas mal de mésaventures avec des équipes enseignantes, de ce que je sais. Est-ce que, tiens, tu peux nous raconter un petit peu, Abel? Ouais, nous on a eu beaucoup de mal, surtout au niveau violence, que ça soit de la police ou même des élèves ou même du personnel de l'établissement. Ouais, donc le 2 octobre, on s'est retrouvé avec 18 baqueux, je crois, le matin à 5h30. On voyait les voitures de bac qui arrivaient au fur et à mesure. On était 10, hein, ils étaient 18, pas du tout disproportionné. Mais ouais. Oui, mais nous on était arrivés même première heure pour capter les images. C'était assez flagrant, quoi. Ouais, on contrôle d'identité, fouille, palpation. Moi j'ai pris la totale. Ouais, mais ils cherchent le moindre petit prétexte pour que, quoi que tu dises, t'emmener en garde à vue ou te dégager de la manif, hein. Mais aussi, pareil, côté élèves, il y a vraiment des élèves, surtout les prépas. Je ne m'exprimerai pas grossièrement à propos d'eux, mais ils le méritent sincèrement. Les prépas sont violents, insultants, méprisants au possible, n'en ont rien à foutre, littéralement. C'est pas nous, je crois. N'en ont rien à foutre et ça se ressent quand ils essayent de rentrer. On s'est fait étrangler, pousser, taper. Ok. Voilà. Et le 2 décembre, je me suis fait... finalement, je me suis peut-être pas fait punir
par l'administration, mais par contre les gens d'entretien physiquement ils ont décidé que je méritais une punition je crois. Ouais, donc je me suis fait plaquer la tête contre les poubelles etc. Petite bousculade, les gens qui m'attrapent, les prépas, un prépa qui me prend par la capuche, qui me tire au sol, enfin des petites mésaventures comme ça. Ok. Et donc pour revenir sur les agents d'entretien, on a eu 2 rendez-vous après avec mon papa, avec la directrice. L'agent d'entretien, enfin les 2 agents d'entretien que je visais ont totalement nié, donc c'était pas eux. Voilà. Et donc vu qu'on n'a pas de vidéo, bien sûr, vu qu'on est un petit peu, voilà. Évidemment. Il y a Filmez tout, filmez au max, prenez Ouais. vos portables, filmez, mais oui, c'est pas facile. Donc bah forcément on n'a pas de preuves, surtout qu'il n'y avait pas non plus de marques sur mon corps hyper apparentes. Mais ouais, une répression violente, Ok. vraiment violente. Voilà. Oui, parce que il y a eu aussi, vous aussi, vous avez eu des plaintes contre vous, non? Puis il y a eu des noms qui ont été donnés. J'ai pas eu tous les éléments, je t'avoue, mais j'ai Ouais. vu passer. Alors, il y a eu une plainte dont on est sûr qu'elle a été déposée contre X Ok. pour injure et coups et blessures. On ne sait pas sur qui, on ne sait pas pourquoi. Et donc on n'est pas sûr, mais peut-être qu'il y aura une deuxième plainte contre X sur le blocus du 2 décembre après tout ce qui s'est passé. Mais ouais, pareil, donc la proviseure qui a donné nos noms à la police de bon matin pour bien sûr viser les contrôles d'identité au cas où il y avait besoin. Ce qu'il y a eu du coup le décembre, ce qui a fait que le blocus n'a pas pu marcher et n'a pas pu s'agripper aux autres lycéens. Mais donc ouais, c'est vraiment l'administration, un niveau de répression et de non-compréhension de ce qu'on fait et de niage, de non-responsabilité. Ils ne prennent aucune responsabilité, mais vraiment aucune. Et encore une fois, leurs seuls arguments durant le rendez-vous, c'était oui, mais vous savez, nous aussi on est des humains, on a des émotions, machin. Oui, mais c'est pas non plus le résultat, c'est pas non plus pour ça que tu dois donner nos noms à la police, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais parce que moi, il y a une question que je me pose, comme ça tu vas pouvoir nous dire aussi vite comment ça s'est passé de votre côté. Là, on a à chaque fois, on a l'avantage, on a le privilège d'avoir 2 coins différents qui ont vécu ces moments-là. Parce que moi aussi, la question que je me pose, c'est donc comment vous aussi vous l'avez vécu. Mais moi, j'avoue que ce qui m'avait choqué sur ces histoires-là, notamment par rapport à l'administration ou au corps enseignant où c'était mitigé sur ce qui était dit, sur les mouvements, etc., c'est que vous avez quand même eu comme premier réflexe d'inclure les questions des professeurs, des corps enseignants et même des travailleurs de l'éducation nationale directement dans vos revendications, quoi. Et c'est un truc qu'on a trouvé partout chez tous les lycéens, de défendre les droits des gens qui travaillent pour l'éducation nationale. Et par contre, c'est vrai qu'on a été assez choqués, à part quelques syndicalistes qu'on connaît, qui sont des camarades de lutte, qui sont toujours auprès de toutes les luttes dès qu'il y a des questions d'inégalité, mais de ce manque déjà d'empathie. Moi j'avoue, je m'attendais peut-être, avec tout le mouvement qu'il y avait à la rentrée et tout, que les profs soient plus solidaires de vous, quoi. Bah, c'est vrai, on a quand même réussi à trouver du soutien auprès de certains professeurs parce que je connais personnellement un professeur du lycée qui est lui-même engagé et du coup il a pu me donner le nom de certains de ses collègues qui eux aussi pouvaient avoir une sensibilité pour ce type d'action. Ouais. Et du coup on a trouvé un certain soutien, mais c'est sûr que ça s'est moins manifesté le jour même du blocage. Ils sont pas restés dehors avec nous, ils n'ont pas pris la parole au micro ou quoi. Quant à l'administration ou au personnel, on n'a pas eu de cas de violence. D'ailleurs, on a eu plusieurs dames de cantine qui ont été super mignonnes avec nous dès 7h du matin et tout ça. On a pu discuter un peu avec elles et entendre un peu ce qu'elles avaient à dire. Mais comment dire, de l'administration, les seules choses un peu peut-être désagréables qu'on a eues, à part la plainte suspectée du proviseur, c'est des moqueries. On a des CPE qui se sont moquées de nous, elles attendaient à côté de la grille et puis elles rigolaient, elles pointaient du doigt. C'était un peu loufoque comme situation. Mais c'était Mais pas... vous, c'est vrai qu'à côté de François Voilà, Grenier, ce c'est qu'on pas avait vu, vous, c'est comparable. plus la police qui vous photographiait de partout, Oui, qui et vous encore, suivait. ils ont pas été violents. Enfin, Non, c'était une pression classique de police, Mhm. quoi, qu'on a vu, c'est-à-dire les photos, si vous faites ci, mais voilà, vous c'est vrai qu'on a vu un gros contraste, alors que vous, François Ier, que ce soit de la part de la police, que ce soit très vite, on a vu que vous étiez... C'est vrai que vous avez même une certaine forme de violence physique, enfin, surtout toi. J'ai vu tes stories les jours qui ont suivi, j'étais vraiment choquée.
Ouais, on n'a pas eu de violence physique, même de la part des élèves, mais je pense que c'est parce qu'on laissait beaucoup de personnes rentrer quand même. On n'a pas été très, très restrictif, c'est un blocage filtrant certes, mais si les personnes désiraient vraiment rentrer, on les laissait rentrer. On a eu un peu de mépris de la part des élèves parce que Jean Prévost c'est plutôt orienté à droite, je pense, comme établissement. Parce qu'il y a tous les jeunes qui viennent de Octeville, qui viennent un peu des villes un peu pavillonnaires comme ça, classe moyenne haute. Du coup c'est assez à droite quand même. Mais oui, du coup du mépris, mais pas de violence. Donc sur ce point-là, on s'en est mieux sorti que vous. Ouais, c'est vrai. Bon, on s'est aussi tapé bien sûr la répression policière classique, photos, etc. Les RG qui étaient là le 2 octobre pour bien prendre ma tête en photo. Mais ouais, on s'est tapé la pression de l'inspection académique, du rectorat, etc. Pris cher pour le coup, que ce soit moi ou même mes autres gens. Des policiers en civil qui viennent à 6h30 me pousser des poubelles sur lesquelles je suis assise. Super image de la police. Une dame, pareil, une officière de police, bon, à qui j'ai fait une petite blagounette un petit peu déplacée, mais je ne savais pas qu'elle était policière. Mais après, je pensais que c'était une dame d'une voisinage qui était un petit peu réticente à notre mouvement. Mais après, donc, elle m'a dit j'espère que tu tombes pour qu'on rigole un coup. Super, souhaiter le malheur des gens, c'est pas mal, franchement, moi j'aime beaucoup. Et puis ouais, pareil, on a eu des voisins pas contents qu'on prenne leurs poubelles. Un monsieur qui est venu à 6h45 je crois, il est venu rageusement arracher les poubelles qui étaient accrochées entre elles aux barrières et avec le rotofil. D'accord. Donc c'était un Il petit était peu motivé, drôle, lui. très motivé ma foi. Et Ouais, moi- oui, des petites remarques par-ci par-là et ouais, des gens qui rigolent un peu, etc., qui se moquent un peu, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ça fait partie du jeu, on va dire. C'est ça. Un truc qui a été, moi je trouve super chouette quand même, hein, pendant ce mouvement de rentrée, c'est que nous on avait beaucoup de débats dans les organes politiques, et on était un certain nombre à dire, enfin, la jeunesse intéresse bien plus que ce que vous pensez à la question palestinienne. Je pense que cette rentrée avec les blocages des lycées au Havre notamment, parce que bon, en général c'est difficile, en France on sait que c'est une question qui a touché plutôt la jeunesse, et en plus beaucoup aussi la jeunesse des quartiers populaires, etc. Mais là c'était flagrant que le sujet international, notamment la Palestine, mais pas que, ça parlait aussi du Congo, ça parlait, était très important parmi la jeunesse havraise. C'était le cas pour vous aussi ? Je suis moi-même allée à des manifestations pour la Palestine. Celles qui étaient organisées tous les samedis à 15h, je suis allée à quelques-unes quand même. Mais même lors du blocus, on a fait passer pas mal de messages. On a même chanté un peu des chants, des secondes comme ça, parce qu'on sait que ça marche et que c'est un sujet qui touche, pas mal de lycéens. Et pourquoi vous pensez que ça touche pas mal de lycéens ? Parce que je sais qu'il y a plein de gens pas très politisés ou qui vont se dire bah, attends, ça les regarde pas, ça n'a pas d'impact sur eux, qu'est-ce qu'ils vont se mêler de choses que... Mais en fait, parce qu'on assiste à un génocide en direct sur nos téléphones. Enfin, tout le monde est déjà passé est déjà tombé sur une vidéo du génocide, d'enfants qui meurent sous les bombes. Enfin, il y a des vidéos assez choquantes quand même, des contenus assez choquants sur lesquels on tombe si on va sur TikTok ou Instagram. Donc je pense que le fait que les gens aient vu des vidéos et aient des preuves concrètes, qui entendent des témoignages et tout ça, ça les a mobilisés et puis ça les a touchés aussi. Ouais, complètement d'accord. Comme je l'ai dit pendant l'interview qu'on a fait au RASO pour le Venezuela, je mets toujours un point d'honneur à éclaircir la situation internationale et apporter notre soutien à tous les peuples opprimés, donc que ce soit au Congo, en Palestine et les Kanakis aussi bien sûr. Mais ouais, pour moi c'est toujours très important la question internationale. On la traite beaucoup au RP, on a beaucoup de sympathisants et de partis qui sont du même courant que nous en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe. Donc forcément, ce qui est international, moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais donc il y a plein de jeunes qui prennent part et qui prennent position pour ces peuples, parce que je pense que pour soutenir la Palestine ou le Congo ou les Kanakis, en fait, il y a juste besoin d'empathie. Et qu'on en a quand même encore aujourd'hui chez les jeunes, et que je pense que ces gens-là peuvent être réceptifs et se dire que effectivement il y a des enfants aussi, il y a des adolescents qui vivent ça tous les jours, et qu'il faut les supporter et qu'on ne peut pas rester indifférent à des trucs comme ça. Ok, on va juste faire une petite pause parce qu'il y a une espèce de glandeur sans limite
Qui est fier? Mais non, tu vas t'asseoir avec nous, t'es pas venu pour regarder. Mais je suis fâché avec lui. Ben oui, je suis fâché. Espèce de connard. Voilà. Allez, j'ai regardé comme tout à l'heure parce que c'était stylé, je trouve. Ça m'a fait Et on des l'aura belles raté. images. Alors, on a fait une petite interruption parce qu'il y a monsieur Alexis de la Haye du Havre de... Hein, des flûtes qui est à l'heure, comme d'habitude. C'est nous qui étions trop en avance. Donc... On l'a prévu cette émission un mois à l'avance pour lui, pour qu'il soit à l'heure. Pour moi? Oui. C'est avec Abel que j'ai prévu, il était là. On était en live direct, en manif quand on en a parlé. Il y a eu un changement de programme au boulot. Ouais, un changement de programme, mon cul. Bon, bref, on reprend cette interview. Et ben, vas-y, Lydie, je t'en prie. On était sur la Palestine. Sur la Palestine et pourquoi ça touchait la jeunesse particulièrement. Je pense un peu la même chose que Abel. C'est pas qu'une question de politique parce que les jeunes qui se sentent concernés par ce sujet ou au moins que ça émeut, on leur demande pas d'apporter une solution politique et de donner leur avis géopolitique global sur la question, quoi. C'est juste une histoire de personnes qui ont été touchées et d'empathie comme tu l'as si bien dit. Et est-ce que vous avez ressenti aussi des gens de votre génération qui ont dit ouah, n'importe quoi de parler de la Palestine maintenant, notamment tous ceux qui en avaient marre des blocages et tout ça. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des critiques des gens de votre génération? Au blocage de Jean Prévost, je sais pas trop parce que j'étais moi-même proche du micro et tout ça, j'étais pas dans la foule. Par contre, à celui du 18, j'ai entendu un peu des gens se questionner. Enfin, c'était pas des questionnements un peu genre avec du mépris, du dédain ou quoi, mais c'était en mode qu'est-ce que ça vient faire comme sujet dans un blocus pour les lycéens et tout ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Même si, bien sûr, il y a des gens qui nous traitent un petit peu de débiles, à tout mélanger, etc. Même si, bien sûr, on mélange tout et c'est bien le but. C'est qu'il y a plein de sujets différents à parler et on va tous en parler parce qu'ils sont tous importants. Mais donc, ouais, surtout le 18, il y a des gens qui se questionnent sur qu'est-ce que ça vient faire là, etc. Un blocage, c'est politique. La Palestine, même si c'est pas forcément politique, il y a quand même un aspect politique dedans. Donc forcément, au blocus, on va en parler. Les détracteurs, entre guillemets, qui nous demandaient vraiment pourquoi il y avait le Palestine et en mode méchamment, c'était peut-être pas non plus en face, c'était surtout sur les réseaux, dans les commentaires, etc. Mais sinon, non, les gens sont quand même, après leur avoir expliqué, sont quand même assez réceptifs à la cause. Ça vous permet à vous d'affirmer ce combat et de trouver les arguments pour défendre ce combat-là, quoi. Donc c'est très bien. Ouais, effectivement, ça permet de ramener des gens en blocage qui, effectivement, sont plus questionnés par la cause palestinienne que la politique en général en France. Donc je pense que ça fait un bon sujet pour s'unir, en fait, tous autour d'une cause, quoi. Et désolé, je viens d'avoir un bug, putain. Non, mais c'est ok. Sur l'essoufflement, tu voulais parler de... Non, c'est pas ça, je t'ai vu arriver et je te jure, on dirait que t'es un détective aujourd'hui. Je dis désolé, voilà. Je veux juste dire, mais les couleurs... Dr Layton un peu. T'es un détective de la Wehrmacht, quoi. Tu te démerdes avec toi-même. On dirait un petit peu de Dr Layton, je sais pas si vous voyez qui c'est, un jeu vidéo un petit peu vieux. Oh putain, c'est vrai. Après, toi, t'as un côté Nintendo, toi, t'as un côté un peu... C'est pas un compliment, mais... je préfère Sega, Sega, Atari, il y a un côté vintage. Nintendo, il y a un côté... tu vois, c'est... Ouais, bref, on est parti complètement, désolé, hors du sujet. Si, donc voilà, il y a tous ces mouvements qui se passent. Gros essoufflement, pas que sur les mouvements lycéens, mais essoufflement global. Vous déjà, alors si, peut-être avant de partir sur l'essoufflement et tout, vous avez connu quand même une belle rencontre avec le milieu ouvrier syndiqué, avec le milieu politique aussi, les partis politiques, hein, que ce soit la JC, que ce soit RP, que ce soit LFI, ils ont été sur le terrain et donc aussi Oui, l'UL d'Harfleur, l'UL du Havre aussi. Enfin, et moi, la question que je me pose, c'est comment vous et vos camarades avez vécu ce contact avec une politique plus organisée, quoi.
Euh, Est-ce que si, j'ai une question qu'on se pose pas souvent, est-ce que une fois faite, ça a plus nourri la lutte, ça vous a plus nourri et tout, ou est-ce que ça a plus créé un rejet de la part des élèves? Moi, c'est une question que je me pose. Parce que nous, on est dans la lutte tout le temps, donc on prend pas de recul, quoi. je pense pas que ça ait créé de rejet totalement du tout. Je pense que les gens sont un petit peu indifférents en fait qu'on soit dans un parti politique ou pas, sachant qu'on ne s'affichait pas forcément ouvertement des JC, etc. Parce que bon, moi j'étais au JC et je suis à RP. Mais non, je pense pas que les gens se questionnent plus que ça sur nos affiliations politiques. Je pense pas que ça engraine de rejet ou quoi, plus que si on n'est pas politisé. Ok. Et est-ce que, comme ça, ou tu peux reprendre et après n'importe. Et moi, ce que je veux savoir, c'est en général, les aimes, mais est-ce que vous aussi, vous avez vécu des moments singuliers où vous vous êtes dit, ah, peut-être qu'on est sur des formes d'organisation politique, bon, il y a des choses, il faut les mettre à jour ou pas. Enfin, vous voyez, il y a quand même des. Voilà. Bah, c'était pas une réunion ou quoi, donc on n'a pas vraiment été face à des discussions qu'il peut y avoir. Mais nous, on a juste été, enfin, on était vraiment super redevables à l'UL. Enfin, sans eux, le blocus aurait tenu 45 minutes, quoi, sans les palettes. Et puis sans eux, surtout, ils sont. L'UL Darfleur, bisous à eux, quoi. Ah, mais ils sont super forts, c'est les plus forts, c'est les les rois. meilleurs. Mais oui. On les aime beaucoup, nous. Et la JC était là aussi. Je sais que les deux ont un peu tracté. Ça nous a un peu surpris, mais après on se dit tracter la CGT qui tracte. Enfin, ouais, on a des tracts de la CGT à des lycéens, c'est un peu surprenant parce qu'on n'est pas directement touché par les syndicats, en tout cas pas par la CGT, quoi. Il n'y a pas la CGT pour les lycéens, je pense pas. Mais on a, comment dire, on n'a pas eu de questionnement non plus sur le concept même des syndicats, comment s'organiser ou quoi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. C'était pas une réunion, c'était pas, on n'a même pas senti de la hiérarchie ou quoi, par exemple. Ouais, enfin moi je sais pas, tu diras Alexis ce que tu en penses, mais nous de l'extérieur, c'est vrai que j'ai trouvé que tout le monde était dans une envie de faire monter le truc et personne n'a essayé d'avoir une récupération, une pression. Moi j'ai l'impression que, enfin moi je parle des côtés des organisations politiques plus classiques. Pour le coup, même celles avec qui je peux ne pas être d'accord ou quoi, mais tout le monde était vraiment dans la volonté, il faut qu'on fasse tout pour que ça se passe bien, que tout le monde se sente bien et que ça prenne et que... En mode protégeons la jeunesse, quoi. Là, on voit comment c'est difficile de partir dans la lutte, de s'engager, de tout ça. Bah là, quand il y a un bourgeon comme ça qui est en train d'éclore, bah on dit non, on protège. Et moi, j'ai ressenti ça dans cet état d'esprit-là, quoi. Et j'ai trouvé ça très beau, quoi. Bah, je vais profiter, désolé, cette question elle n'est pas pour vous, mais toi en tant qu'ancien avré, en tant que LH boomer, tu l'as vécu comment? Non mais ça va, on est des boomers, faut accepter, frérot. Non mais en vrai, tu l'as vécu comment qu'il y ait des blocages dans cette rentrée, dans ce mouvement du 10 septembre et de tout ça, ces blocages lycéens et les étudiants qui se mobilisent, qu'est-ce que... Bah, évidemment que ça fait extrêmement du bien, ça fait du baume au cœur de voir la jeunesse s'engager. Tout de suite, tu te dis, bah oui, ça prend différemment en fait. C'est plus les choses dont on a l'habitude, c'est plus dans l'habitus de la lutte et tout ça. C'est tout de suite, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus marrant, ça part dans tous les sens. Et nous, on a été contents de faire ces banquets à côté de François Ier parce que c'était aussi un peu nouveau de notre côté et de mélanger tout ça, on a trouvé ça très cool et ça permet aussi des fois de se prendre des petites baffes effectivement de comment qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre, de voir que on n'est pas tout seul aussi et que le flambeau se passe et que voilà, il y a ça. Ça rappelle aussi des bons souvenirs, ça rappelle des choses comme ça, mais je trouve que la jonction qu'il y a eu est un peu nouvelle. Et moi, ça m'a fait plaisir et ça me donne de l'espoir pour la suite, parce que c'est des choses qu'on n'avait pas forcément vues, c'est venu naturellement, c'est venu très, très rapidement de la part des organisations et tout ça, quoi. Alors, je suis très d'accord sur le 10 et le 18, mais j'aurais bien aimé que l'effet abeille sur le bourgeon dure un peu plus, quoi. Parce que bon, le 2 octobre et le 2 décembre, il y avait personne. Il y avait personne à part les JC qui étaient 3-4, quoi. Mais l'UL d'Harfleur, non. L'UL du Havre, non. Parti politique, non. L'AFI, non. Personne. Donc, on n'a pas eu beaucoup de soutien non plus après le 18.
ce qui nous a ôté un petit peu, vu ce qui s'est passé le 18. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 semaines qui se sont passées entre deux. La CGT, bon, déjà qui n'était pas tellement venue le 18 ou le 10, s'est dit, on va pas y aller du tout. Bon, la CGT d'Archer qui est allée à JP, donc forcément, bien sûr, même s'ils ont été hyper sympas à JP, ils ont été hyper sympas avec nous le 18 au Havre. Mais ouais, pareil, la FI qui n'a pas trop été là, etc. On a vraiment eu très très peu de soutien sur le 2 octobre, le 2 décembre. Et on s'est demandé vraiment pourquoi en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2 semaines pour Moi, que... je peux te donner ma réponse, qui vaut ce qu'elle vaut. Ouais, vas-y. Mon avis, mais c'est que le mien, hein. Je parle au nom de moi, voilà. Moi je pense, et ça ce serait une émission, nous on est en train d'en parler de toute façon de ça, donc ça sera même peut-être pas une émission, vous verrez si on trouve le temps et un format, voilà, on n'en dit pas plus, mais de bilan justement de ce mouvement social-là, parce qu'en fait je pense, au-delà du fait que vous ayez été lâché, en fait je pense pas que vous avez été lâché, c'est que moi de ce que j'ai vu quand nous on était dans les mouvements nous on était dans le mouvement, en vrai, toi et moi on a fait partie des tout premiers à prôner le 10 septembre, on a vu comment ça s'est passé, C'est vrai. et c'est qu'en fait ce moment-là, le mouvement rentrait en conflit interne et il y avait un espèce de bilan de il est mort dans l'œuf. Et ce qu'il faut... Essoufflement mêlé de conflits internes, je pense, parce qu'il y a eu des grands désaccords de comment s'est mené le mouvement. Voilà, il y a eu une asphyxie et tout ça. Et donc je pense pas que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu soutenir les lycéens, mais je pense que ça a été tout simplement la question de le mouvement est fini en fait. Et d'ailleurs, moi je vous ai trouvé très courageux de continuer, mais je me suis dit chaud. Peut-être qu'ils vont réussir à relancer la motive et tout, mais il y a toujours... Et après, ça on verra le jour justement format où on pourra avoir les personnes pour se défendre en face. Parce qu'en plus, moi aussi je peux avoir des choses à leur reprocher, mais là elles sont pas là pour en parler. Mais tu as la question des caisses de grève, tu as la question des... On est en inflation comme pas possible, on est... Donc moi c'est la question que je me pose, quoi. Et est-ce que vous-même, vous n'avez pas senti à ces 2 dates-là un essoufflement du côté des lycéens, où il y avait encore la même motivation, le même... Et même moi je me souviens avoir échangé avec des gens de chez vous, et où déjà, entre vous, j'avais l'impression que vous n'étiez pas trop d'accord sur le move de ce qu'il faut continuer ou pas. Ouais, pour le coup, mais après c'était quand même une minorité qui n'était pas d'accord sur le fait de continuer. Parce qu'on a un collectif au sein de F1 qui est F1 Manifeste, avec qui on organise le blocus, etc. Oui, d'ailleurs, allez les suivre parce que ça fait Ouais. partie de ceux qui sont le plus structurés. Et pour suivre, s'il y a d'autres mouvements sociaux qui arrivent ou même des revendications, des écrits, quoi qu'ils peuvent publier, allez les suivre. Voilà, c'est là où vous aurez toutes les infos directement à la source. On va essayer d'être actif, mais c'est un peu compliqué. J'essaye d'écrire des trucs et tout, mais c'est compliqué, je vous assure. Mais ouais, il y avait une petite minorité qui n'était pas forcément d'accord pour continuer. Qui pensait que oui mais c'est trop rapide, il faut pas se remobiliser tout de suite. Je suis pas d'accord avec ça, je le dis clairement. Pour moi il n'y a pas de trop rapide, pas assez rapide, il y a une lutte à mener, menons-la tant qu'on y est et puis voilà quoi. Après je pense que l'essoufflement il s'est aussi un petit peu fait par les syndicats, les grèves perlées, 18-2 pourquoi faire, on sait pas trop. La CGT encore plus au Havre, on a beaucoup de choses à leur reprocher. Que ce soit en mobilisation, même d'autres choses, mais voilà. Mais je pense que ouais, il y a ce truc aussi de syndicats qui fait que on suit beaucoup les dates nationales et que vu qu'elles sont un petit peu décalées, il n'y a pas de réelle ferveur du mouvement, il n'y a pas de grève reconductible, de choses qui se reproduisent. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué de suivre. La CGT, surtout au Havre, en porte un petit peu le fardeau, je pense, de quelques échecs de mobilisation. De par les manifs à 10 heures, de par le circuit nul de la manifestation. C'est bien, on fait des tours du bassin, c'est super, bravo à tous. Toute mobilisation est bonne. Non, Oui. c'est- Non, c'est pas totalement vrai, je pense. Pas du tout même. Non, c'est une phrase qui me hante, je la déteste. C'est Ouais, ce qu'ils ont c'est- toujours comme argument. Et elle me hante, cette phrase. Et c'est complètement con, je trouve, parce que... non mais, la CT du Havre, on en parlait du coup à l'AG qu'il y a eu à l'Uni il y a 2 semaines. C'est que la CGT ne veulent pas changer l'horaire de manif, prenant comme excuse
Oui, mais à cette heure-là, les dockers sont bourrés. On roule à mettre à 13h, 14h. Je tape pas sur les dockers, hein. Vraiment pas. C'est vraiment pas de leur faute ou quoi. Je tape vraiment là sur la CGT qui prend des arguments complètement cons. Quoi ? Complètement fallacieux. Pour ne pas changer leur petit train-train de mobilisation qui, ma foi, ne sert pas à grand-chose. Parce que, donc, on en parlait le jeudi après-midi, les étudiants n'ont pas cours. Donc, ça va être une bonne raison d'aller manifester. Ils n'ont pas de cours à rater, etc. La CGT ne veut pas entendre ça. Pareil sur le... Il y avait eu aussi l'enjeu, je me rappelle, c'était l'union étudiante qui, eux, demandaient aussi par rapport aux cours, parce que s'il y a trop d'absence, t'es sorti des bourses et tout ça. Et c'était le jeudi aussi, la journée stratégique, de ce que je me souviens bien. Et qu'il y avait eu cette demande stratégique de dire, et est-ce qu'on ne mettrait pas toutes nos forces sur les jeudis, parce qu'il y a moyen d'amalgamer pas mal de monde. Parce que les jeudis au Havre, je pense que, je sais pas pourquoi, c'est un petit peu une espèce de journée creuse un peu bizarre, où il y a pas mal de personnes qui sont, ma foi, disponibles, entre guillemets. On exploite ça à moitié en ne voulant pas faire venir les étudiants alors que ça les arrangerait totalement et qu'on pourrait récupérer une masse étudiante très grande. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants à l'Uni du Havre et dans les universités du Havre qui seraient capables de venir en manifestation, etc. Quant à l'AG du 2 octobre, les gens de la CGT disent qu'ils étaient à la F1 alors que y avait personne finalement. Je trouve ça un petit peu bof quoi. C'est pas hyper honnête, c'est pas. La J du 2 octobre, désolé, parce que c'est celle qu'avait fait la CGT où tout le monde avait le droit d'y aller. Il y avait celle à 13h, il y avait celle voilà, c'est ça. CGT et celle de 15h. Bon, toi, je sais ton avis sur cette AG. Mais non, mais c'est pas une AG. Oui. Une AG dont les conclusions sont écrites avant qu'elle commence. C'est pas une parce AG. qu'elles se sont écrites à la réunion d'avant. Enfin, moi, c'est pas ce que j'appelle une AG, quoi. Oui. Désolé les camarades de la CGT, et je trouve qu'en plus vous tirez une balle à vous-même, mais bref, ça c'est encore autre chose. Je suis un petit peu d'accord avec toi sur ce point. Mais ouais. Et on refera avec eux s'ils veulent venir. Bien sûr. Mais est-ce que de toute façon, Juste pour pondérer, moi je ne leur jette pas la balle qu'à eux. Je pense que le mouvement du 10, nous on en a beaucoup parlé, et il faut faire avec eux. On n'a pas été plus resplendissant du tout, pour le coup. Non, on n'a pas été plus resplendissant. Et puis malheureusement, ça chope à un mur qui est le gouvernement Macron, qui ne répond plus jamais à la rue, même quand on est des millions dans la rue. Donc la CGT continue à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire mobiliser le peu de gens qui peuvent mobiliser, et c'est de moins en moins malheureusement parce que les gens sont défaitistes et parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus de solution. Donc il y a quand même un gros problème Macron, enfin du pouvoir en place, et notamment dernièrement. Donc là, tu voulais parler de ça. Est-ce qu'on peut glisser là-dessus pendant que tu fais le net? Là, vous avez vu évidemment récemment qu'il a parlé de vous et de votre avenir. Alors, de seulement quelques milliers de jeunes qu'il veut d'abord enrôler. Il est un peu drôle. Et la suite, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette militarisation de la France et de l'avenir? Tu veux répondre? Vas-y. Déjà, j'ai un problème avec la manière dont c'est dit, parce que il me donne l'impression que c'est quelque chose d'imminent et que la Russie est vraiment aux frontières de la France et que on va tous devoir aller au front, même nous les jeunes. Enfin, après, j'ai aussi un petit problème avec la manière dont ils recrutent à l'armée. Déjà parce que c'est connu qu'ils recrutent surtout dans les quartiers. En vrai, c'est là où tu as la plus grande présence et les plus grands recrutements. Et ça pose une question de fond, en vrai. Qui est-ce qu'on envoie se battre? Les jeunes un peu... Est-ce que tu veux que je te raconte une anecdote là-dessus? Mais allez-y. Vas-y. En fait, c'est un sujet pareil, si on trouve le temps de faire un format là-dessus, mais que je creuse. Et en fait, je devais écrire un petit truc dessus, et puis je sais pas ce que je vais en foutre parce qu'il y a trop de choses à dire. Sur le recrutement de l'armée, alors oui, effectivement, l'armée recrute tout particulièrement dans les quartiers populaires. Il faut savoir que selon les données universitaires et tout, la France, dans les pays occidentaux, fait partie des pays à l'avant-garde de l'islamophobie. Mais paradoxalement, on est le pays occidental avec le plus grand nombre d'aumôneries musulmanes, prêtes à accueillir un grand nombre de musulmans qui se retrouvent que dans les strates les plus basses de l'armée pour les envoyer au front.
Waouh. Donc il faut savoir qu'on est à la fois et l'un des pays les plus islamophobes d'Occident et celui qui a le plus d'aumônerie. Voyez-y peut-être une corrélation de qui est-ce qu'on veut envoyer au front. Donc voilà cette donnée. Et alors à savoir que cette donnée, c'est donnée d'un chercheur, je me rappelle plus le nom, mais qui en plus travaille pour l'État, etc. Parce qu'il faut savoir que pour faire des recherches et avoir des chiffres de l'armée, c'est voilà. Ouais, c'est pas un afro-gauchiste qui a fait ça. Et c'est une donnée que j'ai trouvée méga intéressante. Et on a plus d'aumônerie qu'aux États-Unis. En rapport de nombre d'habitants, enfin c'est la folie. Voilà. C'est vraiment dingue. Voilà, j'ai Voilà. même pas de commentaire à faire sur ce chiffre, je trouve ça juste Petite assez anecdote au passage. hyper... Oui, alors que tous les jeunes qui étaient derrière lui quand il a fait son discours étaient tous blancs, par contre. Au moins ça rattrapera peut-être ce carnage qui était le SNU et cette énorme dépense inutile, des millions qui auraient pu partir dans, j'en sais rien, la santé mentale des jeunes, vu que ça a l'air d'être un peu leur cheval de bataille qu'ils ont mis dans une colonie de vacances sponsorisée par l'État et par les militaires. Mais je reste quand même opposée à l'idée du service militaire. J'en discutais avec mon père qui lui a dû le faire. Et il n'était pas complètement opposé à l'idée, bizarrement. Mais moi j'ai quand même une réticence à ça parce que je trouve que apprendre aux jeunes à manier des armes et tout ça, ça peut avoir un impact bizarre sur le cerveau. Et puis c'est hyper anxiogène aussi de se dire qu'on doit se préparer pour aller faire une guerre dans les années qui suivent et puis qu'on sera utilisé comme de la chair à canon parce qu'il faut être prêt à envoyer ses enfants mourir sur le front. C'était à peu près la phrase d'Emmanuel Macron, il me semble. Donc bon, c'est un peu anxiogène, j'ai pas trop envie de manier des FAMAS, voilà. Non, ouais, totalement d'accord avec Lilith. La politique de militarisation macroniste et surtout dans les écoles, les lycées, les collèges aujourd'hui, on a vu, j'ai vu un article aujourd'hui, les militaires qui sont allés dans une école primaire, voir des CM2 pour faire un petit peu de propagande militariste sur il faut s'engager, machin. Je trouve ça ignoble. Pour le coup, vraiment, je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Je pense que la politique de militarisation de Macron qui passe par un espèce de rétablissement du SNU, c'est abject. Je n'ai pas envie de faire la guerre. La plupart des gens ne veulent pas faire la guerre. Et je pense que sur la question du SNU, il y a plein de gens, et même de gauche, beaucoup de gauche d'ailleurs, qui sont favorables à un retour du service militaire. Mélenchon est favorable au retour du service militaire. Je voyais Ruffin qui disait que oui, mais au moins à l'époque, au service militaire, c'était le seul endroit où on ne faisait pas de distinction entre les Arabes, les Français, etc. Phrase de boomer complètement conne, je suis désolé, mais il faut le dire. On me dit, oui, mais tu sais, la guerre en Russie, c'est bientôt, il faut s'armer, machin. Oui, mais le service militaire, on a encore le choix, on peut ne pas y aller, etc. Je leur réponds souvent que oui, mais pour l'instant, tu ne peux ne pas y aller, mais attends 2-3 ans, tu vas y aller, tu vas voir. Et que si on ne se mobilise pas très vite contre ça, ça peut partir très loin, très vite. Et que si la jeunesse ne dit pas on ne veut pas cette militarisation, on ne veut pas de vos guerres, et on ne fera pas vos guerres, bah on va tous aller, comme dit Lilith, en mode chair à canon, sur le front, se batailler contre d'autres adolescents russes ou américains, parce que vu ce que dit Trump en ce moment, on n'est pas trop sûr. Et justement, par exemple, l'agression de Trump sur le Venezuela, malheureusement, justifie quelque part une militarisation européenne, et notamment chez les jeunes. Je pense que ce que Trump a fait au Venezuela a vraiment justifié leur politique de militarisation, et surtout en France avec Macron. Bien sûr, et il y a, en plus il y a l'enjeu économique. Alors vraiment, il va falloir qu'on le fasse ce putain de format, je trouve une façon de le faire. Parce que par exemple, tu vois, sur la guerre, il y a souvent, même il y a ce débat à gauche en ce moment en France, à droite ou à gauche. Oui, mais on va faire quoi avec la Russie, les États-Unis, s'ils nous attaquent Bon, faut quand même se rappeler qu'on est la seconde, l'une des plus grandes puissances nucléaires au monde et le second vendeur d'armes au monde. Troisième puissance nucléaire au monde. Voilà, troisième puissance nucléaire au monde, second plus gros vendeur d'armes au monde. C'est-à-dire, on fait quand même partie du camp des méchants pour l'instant. Hein, on nourrit la guerre. Mais par contre, moi je pense, là en ce moment, de tout ce que je bosse et tout ça,
En fait, ce que veut le gouvernement, c'est pas qu'on aille en guerre contre quelqu'un, c'est pas la préparation de la guerre face à quelqu'un, c'est de se mettre dans un état de guerre. Parce que par exemple, la France n'a jamais vendu autant d'avions que depuis que la Russie perd ses contrats d'aviation. Vous, par exemple, en termes de libéralisation du marché étudiant, ils sont en train déjà de prévoir de donner des UE à l'université supplémentaires pour les étudiants qui seraient pas trop bons mais qui auraient fait l'armée. C'est-à-dire, tu peux être con, mais si tu es d'accord pour tuer des gens pour ton pays, bon ben voilà, tu pourras soigner des gens optionnellement, tu vois, on aura des médecins patriotes. Peut-être qu'ils te retireront pas le bon organe, mais ils le feront pour la France, tu vois. C'est voilà, là, je caricature, mais bref. Et à côté de ça, il commence à y avoir, je sais plus qui l'avait dit, je me demande si, de toute façon, Édouard Philippe, puis sachez que nous, on a un maire qui est avant-gardiste sur la question, il est pour depuis longtemps. Et il y a aussi toute la question du remboursement des études, du permis de conduire, donc vraiment une américanisation. Et il va y avoir de moins en moins de choix pour vous. Et nous, on voit ça depuis notre génération. Nous, on avait un bac pro, on avait accès à la fac qu'on voulait. Il n'y avait pas de Parcoursup, rien. C'est-à-dire, si la fac, elle n'avait pas assez de place, c'est elle qui devait se démerder pour créer d'autres places, quoi. Enfin, c'est chaud pour vous, non? Ouais, c'est chaud. Enfin, on vit quand même une époque, surtout pour les jeunes, qui est assez inquiétante. Je pense qu'on est beaucoup à être inquiet quant au futur, quant à notre futur et tout ça. Et par exemple, beaucoup à se poser des questions un peu existentielles, genre est-ce qu'on est prêt à avoir un enfant dans ce monde-là, par exemple, et dans le monde qu'on nous laisse. Mais ouais, pour revenir à l'état de guerre, c'est un peu ce que tu avais dit, il me semble. Ça justifie aussi, par exemple, des grandes coupes dans la culture qui peut paraître un sujet complètement annexe et secondaire comparé à la guerre et à l'armée. Et du coup, ça peut justifier pas mal de choix qui n'auraient pas été justifiables sans cet état de guerre. Et du coup, ça peut être une bonne excuse pour le gouvernement Macron et tout ça. Oui, parce que c'est un état d'esprit qu'ils essayent d'instiller dans la société. Hein. Ils Bah, parlent c'est de ça. économique. Hein. Bah oui, mais parce que là tu parles d'enfants, mais eux ils parlent de réarmement démographique. C'est-à-dire Oui. que même dans l'idée de faire des bébés, eux ils parlent de réarmement. Et puis, C'est-à-dire que Sterrin aussi, qui veut des enfants de souche européens. Mhm. Enfin, je pense que le macronisme, il rejoigne un peu l'extrême droite sur le réarmement. Oui, là-dessus ils sont Enfin, d'accord. ils sont main dans la main, quoi. Alors que Et pas seulement. moi, personnellement, je suis pour le grand remplacement de l'extrême droite par la gauche. Hein. Ça sert me va très bien, personnellement. C'est un très beau projet, je trouve. Moi, je pense que en ce moment, en France, là, on a passé le cap. Il y a plus de morts que de naissances. C'est bien. On va pas aller à la guerre. On arrête de faire des enfants. C'est plus écolo. C'est pas sûr. Si ça marchait comme On va envoyer les vieux, on va envoyer des vieux à la guerre. Là, je peux te dire qu'ils vont pas être contre, On va pas y les retraités. Ils vont être contre la guerre là. Jean-Michel, 77 ans. Il va aller avec son FAMAS au front. Ça va être bien drôle. Par contre, un truc que j'ai pas encore creusé dans ce que je dis, il y a le projet, parce que là actuellement, PDH a fait un truc là-dessus d'ailleurs, sur comment Mélanie et beaucoup de pays fascistes, à cause du déclin démographique en Europe, sont en train de travailler un statut d'apartheid. Nous, ça fait un truc qu'on bosse depuis longtemps, qu'on dit. C'est-à-dire C'est-à-dire, en fait, à des pays Mélanie, donc extrême droite, italienne et tout ça, eux, ils ont quand même fait tout leur beurre, un peu comme Bardella, Marine Le Pen et tout ça, sur le fait, on va virer tous les étrangers. Le souci, c'est quand tu arrives au pouvoir, si tu vires tous les étrangers, en fait, tu as les 3/4 du Y a plus de secteur main-d'œuvre. économique nécessaire à la vie du pays qui ne tourne plus. Donc, tu as beau être fasciste, même pour l'autorité, il faut que tu fasses quand même, faut que tu aies des gens qui donnent des ordres, quoi. Et donc ils se retrouvent dans un compromis de merde. On leur a promis une priorité raciale, un État suprémaciste, et on ne peut pas l'aborder. Et en fait, quelle est la façon de régler ce paradigme qu'a toujours eu le fascisme? C'est de créer un État d'apartheid. C'est de dire non, mais vous en faites pas, en fait. Vous voulez plus de citoyens étrangers, mais ce ne seront pas des citoyens, ce sont des sous-citoyens, des sous-catégories. Et en fait, c'est pour ça que là, en ce moment, on est en train de dire non, non, on ne va pas virer des gens, on va même en accueillir, mais attention, on va faire priorité nationale. Donc ils n'auront pas les mêmes droits, ils n'auront pas. Donc c'est voilà la construction d'un état d'apartheid. Et en fait, c'est en clair ce que dit déjà Édouard Philippe et Horizon depuis des années, où ils disent non, 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 mais attendez, les accords d'Alger, évidemment qu'il va falloir les détruire, évidemment qu'il va falloir faire un statut spécifique pour le culte musulman, le voile, je suis pas contre, mais attends, au moment de représenter la France, quand même, les voilés, on n'en veut pas, etc., état d'exception. Mais il faut que nous soyons perspicaces et économiquement, on ne peut pas accueillir personne. Donc, il va falloir qu'on trie, il va falloir qu'on crée des statuts spéciaux, etc., etc. Par exemple, dans les carnets d'horizon, que maintenant ils ont bloqués d'ailleurs depuis les campagnes municipales, il faut être inscrit dans le site pour avoir accès. Mais dans les carnets d'horizon, il y avait un de leurs membres qui théorisait le fait qu'il va falloir, quoi qu'on pense, c'est-à-dire moi je ne suis pas pour l'aide aux pays
aux pays pour le développement tels qu'ils sont faits maintenant, c'est-à-dire sous engagement du FMI de ouais, on te donne l'aide mais on te prend tout le pétrole, tout le minerai. Je suis pas pour ça. Par contre, lui, il est en mode non, il faut qu'on arrête de leur donner toute aide. Parce que vous comprenez, comme ils commencent à se développer un peu, ceux qui ont de l'argent, ils viennent chez nous. Donc classe moyenne. Et on n'en veut pas. Nous, on veut les ouvriers, faire la mauvaise. Donc voilà, on est vraiment sur une logique d'apartheid. En fait, on veut des gens qu'on peut exploiter, quoi, qu'on peut exploiter plus facilement et tout ça. Mais oui, ça va de pair avec l'extrême droite qui veut supprimer l'aide médicale d'État, les choses comme ça. Enfin, c'est un ensemble, quoi. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, ben là, je ne sais pas si vous le savez, mais notre maire a fait cadeau au RN de son premier projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale. C'est grâce à Horizon qu'il est passé sur les accords d'Alger, sur la rupture des accords d'Alger. Voilà, c'est Édouard Philippe qui brille par son internationalisme. Wow. Tellement pertinent, Doudou, toujours. Hein. Toujours, c'est dingue, hein. C'est dingue, hein. C'est fou. Bref, bon, après, d'ici quelques semaines, peut-être qu'il dégage, ça serait pas... Oh là là, oh, ça serait tellement bien. Oui. Oh mon Dieu. Oh. C'est bientôt fini. Ah mais oui. Alors, oh là là. On espère, hein. Mais d'ailleurs, moi j'ai une question sur les municipales. Pourquoi est-ce que la campagne de Jean-Paul Lecoq s'appelle le Front Populaire alors qu'il n'y a qu'un seul parti? Non, il y en a plein. Oui, ils en ont plusieurs des partis au... Mais moi j'aurais... Attends, je vais juste préciser un truc. RP, LFI, et il va défendre le fait, bref. Je vais défendre. Non, mais si tu as cette impression, c'est qu'il les a juste... Il a retiré les logos des affiches. Ouais, on est d'accord. Il a juste enlevé les logos des affiches parce qu'en ce moment, être affilié avec le PS, c'est pas la sauf les PS. Ils ont le PS ensemble. Ils voulaient faire un grand groupe, ce qui est tout à leur honneur. Ils voulaient faire un grand groupe de rassemblement de gauche. Mais forcément, dans la gauche, si tu mets Place Publique et le PS, Alors. Non, mais attends. Moi, Non, attends. Non, parce que ce que je propose ici, non, en vrai, intéressant, je vais vous poser après la question sur les municipales, t'en fais pas, d'un point de vue étudiant et tout. Par contre, attention à pas aller trop loin, parce que bientôt, faut qu'on en cause public où vous pourrez venir parler sur les municipales. Et là, vous pourrez venir, vous taper les uns les autres. avec grand plaisir. Octogone, mais moi j'espère qu'on se mettra au moins tous d'accord ce jour-là pour taper sur Monsieur Philippe Ekeler. Voilà, Philippe Ekeler, là, l'UDR et l'RDU. Mais bien et sûr. Puis, voilà. Mais vas-y, c'est bon. C'est tout ouais, mais moi j'aimerais comprendre le fait de ne pas faire une alliance LFI PCF. Moi, ce que j'aime bien, c'est que LFI, il a pensé être malin en balançant le PS sous l'eau, alors que c'est RP que t'as enfin. Vas-y, excusez-moi, truc de gauchiste. Allez, cadeau, ça parle pas aux gens, ça. Non, mais ça, on va le garder pour. De quoi c'est quoi la question? Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ne pas faire une alliance PCF, LFI, c'est les deux partis de gauche qui font les plus gros chiffres. Il y aurait pu avoir du gauchisme. Je peux passer un message? Non, toi tu garde pour le 8. Non, moi je passe un message comme ça. De RP à LFI, tout le monde est d'accord pour dire que le PS et Place Publique n'ont rien à foutre là et que ça serait plus cohérent d'avoir une liste LFI et PC. Comment ça, non? Non mais oui, bien sûr que le PS n'a rien à foutre ici. Ah bon, merci. Je te vois RP dépampé. Non, bien sûr. Alors Anas Kazim défend François Hollande. Je ne pense pas qu'Anas ferait ça. Je ne pense pas qu'Anas serait fier de moi, malheureusement. Anas se propose d'être le Premier ministre du prochain mandat de François Hollande. Bref, pardon. Mais oui, non, on est d'accord. Moi, je vous propose pour ça. La date, on n'est pas certain de la date, donc ça, on fera une petite com, etc. L'affiche est belle. Je viendrai avec Camille du RP, on discutera. Je pense qu'elle aura un meilleur ami que moi. Évidemment. Je pense que j'essaierai de ramener Gaëtan aussi. Je pense que ça peut se faire. Non, mais vous, alors, vous, les étudiants lycéens, qu'est-ce que vous pensez des municipales? Genre, vous allez vous en... Attends, on avait une autre question qu'on a coupée, non? Non, je crois pas. Non, on est bon. Non, mais moi, c'est hyper important d'une part de montrer à Edouard Philippe que non, on ne veut pas de lui, que ce soit au municipal ou en tant que président. Ça lui retire une espèce de... comment on dit Ça lui retire une espèce... le fait qu'il y ait une... Nora Farm? Non. Non, qui fait que... Ah, j'ai pas du tout le mot, je suis en...
une espèce de légitimité Ah ouais. à se présenter au présidentiel parce qu'il est maire du... pardon. Parce qu'il est maire du Havre et qu'à chaque fois il se fait lire avec des chiffres pas possibles au municipal. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de gens qui aillent voter. Ça, c'est important. On essaie de travailler là-dessus. Nous, à la France Insoumise en ce moment, mais c'est complexe. Plus de gens qui aillent voter pour qui? Parce que vu qu'il y a 2 grands projets... en train de faire le débat. De la Pardon, on arrête, non, on mais arrête. d'accord. Non, mais par exemple... En plus, ça sera un dimanche après-midi normalement. Ouais, bah je viendrai alors avec grand plaisir. Intérêt. Non, mais sur quoi je voulais partir justement sur les municipales. Si vous, non mais si, est-ce que vous allez vous engager? Est-ce que vous avez envie de participer au truc? Est-ce que vous en parlez? Ouais, est-ce qu'il y a... Absolument pas. Ça se fout de la gueule de Doudou bien sûr, mais ça parle pas plus que ça de... C'est déjà un bon début. Non, ça se fout de la gueule de Doudou, mais à une limite quand même. Ça lui donne un petit peu de légitimité, ce que je comprends pas encore une fois, hein, même des gens de gauche, hein, qui donnent une certaine de légitimité parce qu'il fait des trucs bien au Havre, culturellement, etc. Non, c'est pas pour ça qu'en politique nationale il serait très bon, même en tant que maire, c'est super, fait des trucs culturels, mais bon, pour les gens qui sont plus démunis, je suis pas sûr que... Même au niveau culturel, qu'est-ce qui est bien quand tu vois par exemple ce qui se passe dans d'autres villes où la vie culturelle justement des jeunes est aidée et mis au devant de la scène et que ça permet de créer des mouvements, des choses. Ici, il n'y a pas ça. Attends. Mais... Journée de lutte pour le droit des femmes, le programme. Alors sachez mesdames que face au patriarcat, il y avait des sessions de yoga et de sophrologie, je crois, qu'ils aillent se dans les refoutre. trucs de la mairie. Voilà. Nous, à Montivilliers, on a notre maire qui est pour sa réélection et c'est un super maire qui, là, a été un peu axé sur la culture et tout. PS. Attention, oui, voilà, faut biper le mot. C'est un super maire socialiste. Waouh, on bipera. Non, mais pour une petite ville comme ça... Pour une petite ville comme ça de quelques milliers d'habitants, il y a eu beaucoup de retours positifs quand même. Et puis même il a été assez proche des jeunes et tout ça, il était souvent dans les écoles, enfin j'ai jamais entendu de retour négatif. Après, je ne suis pas de Montivilliers, je suis de Fontenay, commune de 2300 habitants. Donc il y a une liste pour la mairie, donc les élections municipales ça me touche pas trop, en tout cas pas dans ma vie. Sans éthique. Sans étiquette. On rappelle que le Parti Socialiste Havrais a signé pour la manifestation contre les centres de rétention la manifestation pro-immigration qu'on a fait au Havre là, contre les centres de rétention, etc. Alors qu'ils ont une politique migratoire de droite, c'est pas mal franchement. Non franchement, le PS offre, ils font des trucs solides, hein, c'est... Mais le PS... Tout sauf de gauche, mais des trucs solides. Olivier Faure, tellement solide cet homme. Ah, Olivier Faure, mais comme tu dis, hein, cet homme, c'est fou. Mais oui. Oui, mais tu vois, regarde, encore une fois, là tout à l'heure tu me parlais de la municipalité de Montivilliers, où les gens n'ont pas à se plaindre, où il y a des choses bien. Mais en fait, je crois que les gens, ils ont oublié ce que c'est que d'avoir une vraie municipalité de gauche au Havre, en fait. Parce qu'il y a les strates, tu vois, là on est sur la droite, donc ok c'est bien pour les bâtiments, ok ils dépensent de l'argent pour faire des trucs pour les touristes, donc forcément les bâtiments c'est joli en centre-ville, parce qu'à l'extérieur c'est toujours aussi crado et avec des poubelles qui s'accumulent. Mais il y a la strate juste un peu au-dessus, qui est la strate une mairie qui est PS. Mais là, tu as déjà des choses beaucoup mieux au niveau de la culture, au niveau de l'associatif, au niveau des trucs. Après, il y a des mairies de gauche, quoi. Des mairies de gauche qui te donnent des perspectives, qui te donnent des envies, qui travaillent pour les écoles, qui travaillent pour les gens. Là, nous, en fait, j'ai l'impression qu'on a oublié. On se contente, les gens se contentent de ce que fait Édouard Philippe en disant « Ah, c'est quand même pas mal. » C'est hallucinant, quoi. Moi, ça me fait mal au cœur. Mais parce qu'on en a plus. Moi, je me réserve, moi. Moi, j'ai trop de choses à dire, je me réserve. Je me les réserve pour la prochaine émission. Parce qu'on en a plus trop des mairies de gauche en vrai, que ce soit dans le coin ou même en France de gauche. Enfin, je sais que Le Havre, ça a été une des dernières mairies communistes, mais que les gens avaient même une certaine frustration par rapport à ça, peut-être. J'avais entendu. En fait, ce qu'a réussi Édouard Philippe, c'est à donner une image négative de ce qu'étaient les années communistes ici. Mais ceux qui sont un peu honnêtes et qui se rappellent de ce que c'était,
Alors effectivement, peut-être qu'au niveau des bâtiments, c'était pas aussi joli que c'est maintenant, mais au niveau de la vie des gens, de ce qui se passait culturellement, de ce qu'il y avait pour les gens qui étaient un peu dans la merde et tout ça, c'était un Ouais. milliard de fois mieux, quoi. Parce que Juste, il y a 70 familles avec gamins qui dorment à la rue au Havre. Avec un budget, donc qu'on les connaît, que chaque année ça augmente, parce que moi quand je suis arrivé au Havre, c'était 40 familles. Là on a 70, je suis pas arrivé il y a si longtemps que ça. Et on parle d'une mairie qui a des millions d'euros de budget, plus de 10 000 logements vacants, sachant que voilà, pareil, vous entendez souvent les partis de gauche dire ah, réquisition, ça fait peur. Il y a réquisition contre rémunération, enfin il y a des compensations, il y a bref, que la mairie elle-même a des immeubles, que vraiment, moi ça déjà ça me suffit. C'est-à-dire, vous votez à gauche. Déjà, les gens à la rue, ils dorment plus dans la rue. Je veux dire, en termes, moi je suis, enfin on a sorti un petit article, allez le lire. Moi je pense que voilà, le vote n'est pas là où on va tout changer. Il faut aller militer toute l'année dans des orgas. Il faut voilà, il faut renforcer le truc. Par contre, là de par notre simple fait de vote, alors en plus d'avoir la cantine moins chère, d'avoir les transports gratuits, tout ça, en plus de tout ce pack qui, en période d'inflation, va quand même donner un souffle aux gens. En plus de ça, putain, il y a 70 familles pour qui la vie va totalement changer. Il y aura un toit. Et je peux vous dire, et ça, c'est moi qui donne ma parole sur ça, que mais jour 1, le Havre des Luttes va tellement foutre la pression à la gauche pour que ce soit le cas. Et ça sera le cas, parce qu'à un moment donné, c'est le minimum qu'on peut faire. Et c'est changer la vie de 70 familles. Quand on parle de famille, c'est avec enfants. Enfants qui dorment à la rue, là il sky, il pleut. Je pense pas qu'en ce moment, il y a un gymnase d'ouvert, truc. Non. Voilà. Et aucun parti de gauche n'a envie d'avoir Alex sur les côtes, hein. Effectivement, je suis pas sûr. Je Mais- sais pas, ça, je suis mignon. Très hein, bon article pour le coup, je l'ai lu tout à l'heure et tout. Franchement, Merci. bravo. C'est made in le Havre des Luttes. Et forcément. Mais ouais, mais on rappelle que bien sûr, la priorité pour Édouard Philippe, c'est de rappeler que la colonisation n'est pas un crime. Ça, c'est vraiment le sujet d'Édouard Philippe, quoi. Moi, je conseille de lire le Édouard Philippe d'il y a 8 ans, il dit la même chose. Ça, c'était marrant parce que tu vois, ça revient un peu au débat, tu sais, de la gauche qui dit souvent faut pas écouter la droite, faut pas. Moi, je pense qu'il faut l'écouter profondément. Je pense qu'il faut Et il faut la combattre. lire, parce qu'en fait, c'est un truc qu'il ne cachait pas tant que ça sur les sujets de la colonialité. C'est un avis qu'il a. En plus, sur son livre, il écrit un truc un petit peu cringe, je trouve, parce qu'il parle d'un prof. Si je me souviens, c'est un prof noir, et grosso modo, comme c'est un prof noir qui dit la colonisation c'était pas si mal, grosso modo ça cautionnerait le truc de, tu vois, il a dit grosso modo j'ai un ami noir raciste donc ça va, donc c'est valide, tu vois, t'es là, bah, ok frère, mais on s'en fout, ça ne justifie absolument pas ces crimes, quoi, bref. Et je pense qu'on va peut-être commencer à conclure parce qu'il se fait tard. C'est vrai. Bah vas-y, je te laisse si tu veux de me proposer une dernière parole libre, si tu veux. Pendant que tous les deux vous êtes en seconde et en première, mais il y a quand même l'épée de Damoclès qui est Parcoursup qui est quand même au-dessus de vos têtes. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait résumer et puis conclure là-dessus, quoi. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que Parcoursup est un système élitiste vouant à ne pas donner les études supérieures que les enfants d'ouvriers peuvent vouloir. C'est un système qui nous met en concurrence toutes et toutes, qui est profondément malsain. On parle le mandat de Macron et devait se préoccuper de la santé mentale des jeunes. Je ne suis pas sûr que c'est en renforçant les mesures de Parcoursup que ça va aider. Parcoursup, c'est une espèce de... Je rigole, mais parce que c'est vrai que c'était sa cause et que là il a envoyé un général dire on va devoir préparer les jeunes à mourir. Non, mais... Et sa cause c'est la santé mentale. Je suis désolé. Non mais ils sont- attention, il interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans quand même. Pour la santé mentale, c'est primordial. Surtout qu'il ferme des postes d'infirmières et de psychologues dans les lycées et dans les collèges. Mais comme c'est interdit aux moins de 15 ans et qu'on n'aura plus le droit d'utiliser dans l'enceinte des lycées, tout le monde va être hyper heureux. Plus de cyberharcèlement, plus rien. Plus de dépression, plus d'anxiété. Et puis sachant que Parcoursup, c'est la déshumanisation, parce qu'en fait c'est un robot, c'est purement un C'est robot des machines. irréfléchi, c'est des machines. C'est des serveurs qui nous... On est des données. On est Abel, lycéen François 1er en seconde, qui va aller en terminale. En terminale, il veut faire ça. Non, tu feras pas ça. Bah, pourquoi? J'ai pas envie. Ok. Bah, je peux faire quoi? Rien. Bon, bah, je vais me faire foutre. Super. Ça, c'est un système qui système. C'est...
Faudra qu'on fasse un sujet sur Parcoursup aussi d'ailleurs. Bien sûr. C'est truc un gros ou sujet, un Parcoursup. article ou je sais Parce qu'il y a pas. plein de gens qui savent même pas comment ça fonctionne en fait. Il y a des parents qui se retrouvent en terminale à regarder le truc et ils comprennent pas à quel point il y a des paramètres. En fait, il y a certaines notes ou même certaines matières que tu n'as pas pris qui font que tu rentres pas dans la case. C'est-à-dire que tu Mais es frère- un rond qui ne rentrera jamais dans un carré, quoi. Attends, nous, on a pu passer notre bac où on avait mis tout le programme dans notre calculatrice, là, tu sais, en programmation, où J'ai jamais triché. tu n'apprenais pas et finalement tu connaissais ta leçon parce que ça avait passé 4 heures à mettre toute ta leçon dans le truc, donc tu finissais par la connaître. Tu vois, il dit, ouais, chat GPT il triche, oui, très bien. Et attends, t'avais 10 et la fac, elle était obligée de s'adapter. Bien sûr. Je veux dire, on était quand même dans une... Enfin, c'est pour ça, je pense, comme tu dis, les gens de notre génération, ils ne se rendent pas compte. Sachant qu'aujourd'hui, ils veulent interdire au moins de 15 ans, donc enfin, ils ont interdit au moins de 15 ans les portables, mais à côté de ça, tu as par exemple les collégiens qui sont suivis là avec leur logiciel où tu as les devoirs dessus, tu as les mots des profs, c'est-à-dire juste Pronote, merci. Tu as Pronote où en fait, ils finissent les cours, mais ils n'ont pas fini les cours. C'est-à-dire, il continue à y avoir des messages qui peuvent être envoyés, des devoirs qui sont donnés. Ah, putain, dinguerie de chez dinguerie. Pronote, tu peux voir les livres que les enfants ont empruntés à la médiathèque, enfin au CDI. C'est-à-dire que si tu as des parents un peu cons, qui sont un peu réac sur ce que l'enfant peut avoir accès, lire, etc., et que l'enfant, c'est son seul lieu où il peut être un peu tranquille, il se dit, ben voilà, je sais pas, tu as des parents qui peuvent être cons sur les mangas, sur plein de raisons. Voilà, on sait que le monde est assez complexe. Mais là, même cet espace-là qu'ils avaient, les enfants, Ça te juge. mais ils l'ont plus, vu que les parents peuvent avoir accès, ils savent que même ça, ils l'ont plus. C'est des psychopathes, quoi. Mais désolé, je suis trop... C'est vrai. Oui, complet. Oui, et nous, à notre époque, quand on envoyait notre dossier, c'était un humain, bon, qui était submergé par 1 milliard de dossiers, que c'était un peu la sauce. Non, moi, t'es plus vieux que moi, mais... Donc nous, à l'époque des dinosaures, à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas encore le Minitel, Non, mais nous, c'était des humains, c'est-à-dire que voilà, tu pouvais envoyer une lettre ou aller le voir la personne. Là, maintenant, c'est zéro, c'est uniquement des machines. Et que quand tu as réussi à passer l'écrémage qui a robotique, là, tu as de l'humain, et même l'humain, j'ai l'impression que ça commence à utiliser du chat GPT pour lire Sachant que le robot, il lit pas en vrai. Non. Ah, il lit pas du tout. Tu peux faire des lettres de recommandation de 6 pages. Nada. Je crois que c'est en 2022, tu vois, c'était quand même Parcoursup, c'était, bon, pas nouveau, mais c'était quand même pas très vieux. Il y a des filles qui ont envoyé à différentes universités des recettes de cuisine. Elles ont été acceptées. C'est fou. Oui, parce qu'après, il y a des cheat codes. Tu vas finir par savoir que si tu rajoutes des expériences, soit il y a des enfants qui vont en colo, qui travaillent, qui font des machins, parce qu'ils ont des parents qui ont... C'est quoi le cheat code de fou? C'est d'avoir des parents bourgeois qui se mettent dans une Mais oui, bien qui font une sûr, école privée, oui, bien c'est sûr. sûr. Ouais, mais sauf que des fois, tu arrives dans une école privée et tu fais une école de merde et que au final, tu n'apprends pas un métier et que à la fin, tu te retrouves avec rien. C'est Tout possible. simplement des parents Heureusement que les bourgeois, parents euh, peuvent te de la filer. boîte de papa, qu'est-ce que Hérite- tu de papa. Puis tout simplement des parents bourgeois qui peuvent te payer, l'enseignement privé, le Oui, c'est professeur ça, oui. privé, tout ça. En fait, tout ce truc de Parcoursup, ça va avec l'idée de méritocratie de Macron, en fait, les meilleurs qui réussissent, alors qu'en vrai, c'est les bourges qui sont qui ont un avantage sur les autres, un avantage considérable. Et savoir qu'on part avec un poids un peu à la chaîne et que, par exemple, moi j'ai envie de faire des sciences politiques, un peu cliché, mais à Sciences Po, il y a 70% des élèves qui sont issus de la bourgeoisie, qui ont des parents au moins petits bourgeois, c'est un peu décourageant, quoi. Bah, moi, petite anecdote, je suis père Fouras ce soir, j'ai plein d'anecdotes. Quand ça a commencé les mouvements pour la Palestine et tout, on avait à l'époque les élèves de Sciences Po, je dis à l'époque parce qu'ils ont tourné, maintenant c'est plus les mêmes, ils sont repartis, c'est Sciences Po, c'est assez international, qui nous invite. Et bon, moi en tant qu'enfant de Paris, j'avais jamais mis les pieds à Sciences Po. Ouais, Ouais, Sciences ouais. Po Le Havre. Qui est particulier. Mais moi, Il y a que 300 élèves à Sciences Po Le Havre. J'ai Ouais. fait 2 visites là-bas, c'est... Mais moi, j'avais jamais mis les pieds, tu vois. Et moi, j'avais juste été à la fac de droit à Bayonne 3 mois quand j'étais gamin, mais c'est tout, quoi. Après, j'ai été bosser à Flunch. Salut les gens qui bossent à Flunch, courage à vous, force à vous. Au grill, quand les 4 odds ne fonctionnent pas, vous savez ce que c'est. Et
Ouais, c'est précis, c'est précis. J'ai Sans le vécu. j'ai travaillé le cancer du poumon que j'aurai à mes 50 ans. Et bref. Et moi, ce qui m'a choqué, alors nous, les élèves qu'on a eus qui étaient impliqués pour la Palestine, franchement, des amours, hein, c'est pas contre les élèves du tout. Eux, ben, ils font, quelle que soit leur origine sociale, ils font pour leurs études, et bon, c'est comme ça, quoi. Mais par contre, on s'est retrouvés, alors déjà dans un amphi, les sièges sont matelassés, enfin, je sais pas, ici, il y a... C'est rembourré, quoi, déjà. Mais attends, et c'est plus luxueux que mon lit. Tu vois, je veux dire, waouh, il y a un piano dans l'amphi. Ils ont un piano dans l'amphi. Mais attends, ils ont un piano dans l'amphi. Moi, tu crois quoi, quand j'étais en apprentissage charcuterie, nous, on n'avait pas de piano dans l'atelier de charcuterie ou de boucherie, tu vois. Nous, on avait le billot, tu vois. Et bon, tu vas gratter le billot maintenant. Et puis, tu grattais le billot comme un con, quoi. Et piano. Et c'est fou comment ils apprennent la légitimité aux élèves. C'est-à-dire les prises de parole, parce que j'avais organisé, les élèves, c'était super bien organisé, très intéressant autour de la Palestine et tout. Par contre, il y avait des échanges. Moi, je me rappelle, terrifié, à parler, à la... Et eux, ils apprennent à parler. Mais oui, ça fait partie presque des critères d'entrée. Ils font bien attention que tu aies été délégué ou que tu aies été jeune ambassadeur de j'en sais rien. Après, c'est pas forcément un mal, ça va avec leur formation. Par contre. Non, mais le problème, c'est que ce soit pas ouvert à tout le monde, tu vois. Voilà. Le rapport à la légitimité, c'est pas rien que ce soit les bourgeois à qui on Parce apprend à être que- légitime, c'est ouf, tu vois. Du coup, ça fait genre c'est inclusif et tout. Tu peux avoir des frais de scolarité à 0 €. Par exemple, moi je sais que je bénéficierais des frais de scolarité à 0 € si jamais j'étais acceptée. Mais Parcoursup fait déjà le tri en fait. Parcoursup fait déjà le tri entre les bourgeois et ceux qui pourraient potentiellement bénéficier de ces aides et tout. Donc en soi, c'est presque une mesure dans le vent. Enfin, voilà. Après, c'est sûr que quand tu vas à Sciences Po, ils te mettent très vite dans la tête que tu fais partie de l'élite, que tu te mélanges pas avec le reste, avec ceux qui sont en licence de sciences politiques normales et tout ça. Ces bouffons qui n'ont pas été acceptés. Voilà, c'est ça. C'est les IEP de province, pardon. Non, on est à Sciences Po Paris ici. Enfin, même si c'est un campus délocalisé, c'est Sciences Po Paris. Respectons-nous un peu. Pardon, je m'égare. Mais oui, du coup, on était sur Parcoursup et on a dérivé vers Sciences Po. Un truc comme ça. Et c'est quoi le pourcentage? Il me semble que le pourcentage d'élèves de Sciences Po étrangers au Havre est particulier. Il est extrêmement élevé, c'est genre 80-90%. C'est une branche Asie. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et puis surtout, c'est un campus qui est anglophone. Donc, ils ont 2 campus qui sont anglophones, donc c'est là où ils acceptent leurs élèves étrangers. De toute façon, en règle générale, si tu veux faire des études supérieures, c'est pas trop au Havre que tu peux les faire, à part faire. Bah, la fac, le droit, les trucs comme ça, les trucs basiques, Ouais. quoi. Les IUT. Ouais. Bah ça, de toute façon, c'est un ouvrage politique, à mon avis, et qui est très malin de la part de la droite. Ça a commencé avec Ruffnac et ça a continué avec Édouard Philippe, de faire en sorte d'avoir que des écoles supérieures un peu de droite qui forment des gens qui vont rester au Havre et qui vont être de droite, quoi. C'est-à-dire que tu as de la marine marchande, tu vois, ils ont pas créé une fac de sociaux. une fac de sociaux, une fac d'art du spectacle, tu vois. Ça, ils se sont dit c'est pas une bonne idée. Après, ça laisse le champ à la gauche d'en faire un projet politique, tu vois. Bien sûr. De à long terme. Parce que moi aussi, je trouve un des aspects que je trouve pour l'instant, après la campagne a à peine commencé, je sais que tout le monde n'a pas dévoilé ses projets, mais je trouve qu'il manque pour l'instant à gauche cette espèce de chose de projet à long terme, d'une perspective pour la ville. Ça, je ne l'ai pas encore entendu. Quelle perspective à construire? Ok, là, si vous gagnez là le quinquennat, mais si vous gagnez la ville et que vous estimez quelle construction vous en faites sur 30 ans de cette ville, tu vois. Et il manque encore ce petit truc, je trouve. Bien sûr. De toute façon, d'un point de vue extérieur, moi je suis un peu pessimiste vis-à-vis des campagnes de la gauche, enfin de la France Insoumise et de Lecoq pour Le Havre, parce que déjà, j'aime pas parler d'union, parce que toutes les unions qu'on a eues, on a vu comment ça a fini, quoi. Enfin, le PS qui trahit, hein, finalement, il n'y a pas... Non, ils trahissent pas, ils font Non, ce qu'ils ont à faire. ouais, mais du coup... on part séparés et on part presque perdant parce que Édouard Philippe est juste trop important et
Et même quand on voit comment ils sont implantés, lui et son parti dans la région, on voit Firmin Albodo qui a été qu'on nous bassine tout le temps, Mais il Firmin flippe, hein. Albodo. Je peux te dire qu'il flippe. Hein. devant ta bouche. Je peux te dire qu'il flippe. Hein. Je peux te dire qu'il y C'est a important, des, faut il y a des passer ce vidéos qui message, sortent, ils flippent, il y a ils des ont très vidéos peur. qui Ils ont peur de sortent ouf. et qu'il n'aurait pas besoin de sortir s'il flippait pas vraiment. En fait, il voit quand même ce qui se passe quand il y a des élections présidentielles. La droite elle gagne pas en fait, donc lui il se dit qu'il est pas serein quoi. Il est pas serein. aux Il faut élections qu'on soit sérieux, présidentielles, il faut qu'on soit solide, il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on arrive à avoir un programme qui fasse rêver les gens, mais il y a vraiment moyen qu'on Aux gagne. élections présidentielles, le centre droit gagne souvent quand même. Macron a gagné, Hollande a gagné. Hollande a gagné, Hollande tellement de droite, Hollande. Non, il peut pas être de droite, il est du PS. Bah attention, qui a Justement, il qui peut a être de dit- droite parce qui qu'il a est dit- PS. Bref, mais en tout cas, on va faire ce débat, On va le faire. mais j'allais relancer. Avec vous. Venez. Moi, je vous propose, parce que moi, j'ai beaucoup d'heures de sommeil en négatif. Est-ce que pour aujourd'hui, Repose-toi, Alex. Ouais. on va pas conclure? On peut conclure. On peut conclure. Moi, je vous propose de toute façon, on se revoit dans les luttes. Si à un Bien moment sûr. donné, il se passe des choses au niveau des étudiants ou quoi, vous savez, vous avez notre contact, notre numéro de téléphone, Bien vous nous sûr. appelez, nous on est là, on fera un Je sais où venir te chercher un jour de semaine. Voilà, tu sais où venir me chercher, tu connais mon adresse, il me fait des menaces en direct, c'est un fou. C'est lui. C'est un waouh, fou. waouh. C'est un fou, c'est un dingue. Et bref, à 5000 likes, on leak l'adresse de 5000 d'Alex. likes. Ouais. Waouh, ben ça on est tranquille. On va dire 5000 likes sur un réel Instagram. Ça peut être un... Ouais, ça peut et sans arriver. commentaires. Sans Et commentaires. sans commentaires. Voilà. Tu vois, il faut la jeunesse chez On nous, est ils ont en train directement de- les codes. on est en train de Mais cliquer, nous on est là. là, On likez, clique, on clique. partagez, faites un don. Alors à 5000 likes, vous avez plus de connaissances que nous sur la question. Et vous savez, Si on atteint un objectif de 15 000 € de dons, on envoie un colis piégé à l'adresse de Alex. Mais alors, en Et fait, on je filme me porte la des menaces réaction quoi live. qu'il arrive. Voilà. Moi, à la fin, quoi qu'il arrive, je saute. Je sens qu'il y en a qui vont cliquer comme ça. C'est vrai, il y a trop de gens qui me détestent. et à 30 Pas qu'à droite. à 30 000 likes, on leak l'adresse des bureaux du Havre des Luttes. Il y en a Oh, pas. tranquille. Il y en a pas. Allez. Voilà notre bureau. Le kiosque des luttes finalement. Venez. Au Square Saint-Roch, on avait des bureaux. Bon. 3 à 19h. Bah non, mais laisse tomber. Mais moi, j'aime mon bureau, ok, au Havre des Luttes. C'est vrai. Arrêtez de dénigrer mon bureau. Mais on dit Non, pas ton mais bureau, il est attends. très bien ton bureau. Il est trop bien, mon bureau. Il porte l'espoir, monsieur. Exactement. Bref, on se voit bientôt. Le prochain Faut qu'on en cause, il est public. Ça va être sur les municipales. Tu sais quoi, je vais profiter. Est-ce qu'on ferait pas une petite bande-annonce vidéo sur le prochain aussi? Alors, Venez les le gars. prochain Faut qu'on en cause va traiter des municipales havraises qui arrivent bientôt. L'enjeu est dingue parce qu'on a un maire qui veut partir au présidentiel, donc on peut l'éliminer du game pour les présidentielles. Mais en plus de ça, on peut faire basculer une ville à gauche. Il y a plusieurs listes qui se présentent. Les gens ont beaucoup de choses à dire. Nous, on le voit en ce moment hein, sur les vidéos et les articles qu'on fait. Ça discute beaucoup de ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à venir. Il sera en public. Là, de suite, on n'a pas la date exacte, mais elle va s'afficher là ou juste ici. On verra. Mais en tout cas, ça va s'afficher quelque part. Venez discuter avec nous, venez débattre. N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de passer devant les caméras pour parler. On pense que c'est le moment, à quelques semaines des présidentielles, j'allais dire n'importe quoi. On n'est pas le pays du Havre, mais on est la ville du Havre. On est à quelques jours des municipales. C'est le moment ou jamais de parler de notre ville, depuis notre point de vue. Et il n'y a pas beaucoup de médias et beaucoup d'organisations qui vont laisser une parole libre à tout le monde. Donc venez, n'hésitez C'est pas. vrai. Alexis, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la Je question. suis entièrement d'accord avec toi. Venez nombreux. Voilà, exactement. Et merci au Havre des Luttes de nous laisser cet espace de parole à toutes les orgas du Havre justement. Merci d'exister franchement. Merci, Sinon, les amis. on sait pas ce qu'on ferait sans vous franchement. Hop. Et ben voilà, let's go. Magnifique. Je suis au bout de ma vie. Va dormir avec ça. Ouais,